que l'être humain est apparu sur Terre, il n'a jamais cessé de s'émerveiller devant le spectacle du ciel étoilé. L'astronomie, l'une des plus anciennes sciences humaines, cherche encore une réponse à cette question fondamentale. Quelle est notre place dans l'univers ? Les premiers astronomes ont observé que la plupart des étoiles se déplaçaient ensemble à travers le ciel, alors que certaines autres semblaient suivre leur propre chemin. Ils les appelèrent les étoiles voyageuses, en grec planesté, les planètes. Au cours des siècles, les hommes ont échafaudé de nombreuses théories pour expliquer le mystère du ciel nocturne. Certains pensaient que c'était une couverture pleine de trous qui laissait passer la lumière des cieux. Les Navarros croyaient que le dieu Tsoanoaï transportait le soleil sur ses épaules et le cachait tous les soirs derrière la façade ouest de sa maison. Les Japonais croyaient que la lune était née d'une larme versée par le dieu Izanagi. Mais ce que la science nous apprend de la naissance du système solaire est encore plus étonnant. Il y a 5 milliards d'années, une masse tourbillonnante de nuages a donné naissance au Soleil. La chaleur et la pression accumulées dans son noyau déclenchèrent une réaction nucléaire qui se poursuit encore de nos jours. C'est la source de l'énergie solaire. Dans le même temps, la couche externe du nuage donnait naissance aux planètes. Celles qui sont près du Soleil sont composées de roches denses, tandis que les autres, plus importantes, sont principalement constituées de gaz. C'est ainsi que le Soleil et ses 9 satellites ont formé notre système solaire. Le Soleil est assez grand pour contenir plus d'1 million de terres. À sa surface, de gigantesques éruptions solaires dépassant les 10 000 degrés Fahrenheit, soit 4 717 degrés Celsius, bondissent à des dizaines de milliers de kilomètres de hauteur. Dans l'espace, les distances dépassent notre entendement. Un avion commercial mettrait plus de 800 ans à se rendre du Soleil à l'extrémité du système solaire. Même une soucoupe volante qui se déplacerait à la vitesse de la lumière mettrait plus de 5 heures à faire le voyage. Il lui faudrait 4 années-lumière pour atteindre l'étoile la plus proche. La première planète en partant du Soleil est Mercure. Sphère rocheuse de la taille de notre Lune, Mercure est la planète des extrêmes. L'énorme attraction exercée par le Soleil l'a pratiquement privée d'atmosphère. Au cours de la journée, la température s'élève rapidement jusqu'à atteindre une chaleur suffisante pour fondre la plupart des métaux, comme de simples bougies de cire. Mais la nuit, sans atmosphère protectrice, elle chute jusqu'à atteindre celle de l'azote liquide. La force de gravité du Soleil attire aussi les astéroïdes et les météorites de passage. Tout près de lui, la surface de Mercure est bosselée et marquée d'immenses cratères. Mercure effectue sa rotation autour du Soleil en tout juste 88 jours terrestres, ce qui lui donne la plus courte année du système solaire. Mais elle tourne si lentement sur son axe qu'une journée y est 2 fois plus longue qu'une année. Sa trajectoire est si courte qu'elle passe très vite à travers notre ciel. C'est pourquoi dans le panthéon romain, Mercure, symbole d'agilité et de rapidité, était le messager des dieux. Sur Terre, les planètes nous aident à mesurer le temps. Les premiers êtres humains se servaient du système solaire comme d'un calendrier qui leur indiquait la date des semailles et des moissons. Et c'est en observant la voûte céleste que les voyageurs et les marins retrouvaient leur chemin. Avec leurs yeux pour seul télescope et leurs esprits pour seule calculatrice, les anciens ont réussi à dresser des cartes du ciel. Il y a 6000 ans, les Chinois établirent des relevés précis avec des données qui sont encore valables aujourd'hui. Ils étaient capables de prédire des événements très importants pour l'empereur et sa cour.
les phases de la Lune, la position des planètes et les éclipses, le tout avec une précision tout à fait étonnante. Il le fallait. La moindre erreur était sanctionnée par une exécution immédiate. Dans les civilisations primitives, l'astronome était à demi scientifique, à demi sorcier. Après tout, une personne capable de dire où et quand le soleil allait se lever pouvait sûrement prévoir d'autres événements. L'astrologie, qui prédit l'avenir à partir de la position des étoiles et des planètes, est encore florissante de nos jours. Les monarques et chefs d'État eux-mêmes consulteraient des astrologues avant de prendre d'importantes décisions. La deuxième planète à partir du Soleil est Vénus. Elle porte le nom de la déesse de l'amour et symbolise la douceur et la beauté. C'est la plus brillante des planètes visibles de la Terre. Elle apparaît souvent à l'aube et au crépuscule. On l'a appelée l'étoile du matin, l'étoile du soir, le dragon ou la sorcière. Mais sa beauté est trompeuse, plus terrible que le plus féroce des dragons et plus terrifiante qu'une sorcière. Elle doit sa luminosité à son atmosphère toxique, mélange de gaz carbonique et d'acide sulfurique réfléchi par la lumière du soleil. De fait, la planète suffoque sous l'action d'une forme extrême d'effet de serre. Un ordinateur peut simuler un survol de la surface de Vénus. Elle est la proie de gigantesques tempêtes, constituées de vents violents et de pluies d'acide brûlant. Des flots de lave s'écoulent de ce qui semble être des volcans en activité permanente. C'est un monde sulfureux qui ressemble à l'enfer. Si vous y déposiez un objet familier, il ne ferait pas de vieux os. Les pluies acides et la chaleur perceraient des trous à travers le métal et il serait rapidement balayé par les vents. Un véritable défi pour une sonde spatiale. Une seule a survécu assez longtemps pour envoyer des renseignements sur Terre. Une sonde russe, spécialement conçue pour résister à ces conditions extrêmes. Même ainsi, elle n'a pas duré plus d'1 heure. La Terre a pratiquement la taille de Vénus et elle est située presque à la même distance du Soleil. Alors pourquoi ne brûlons-nous pas sous des coulées de lave? La réponse tient en partie au fait qu'il y ait de la vie sur Terre. Il y a 4 milliards d'années, notre planète ressemblait beaucoup à Vénus. Comme il y régnait une intense activité volcanique, elle baignit dans un nuage de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Mais au cours des siècles, la vapeur d'eau s'est refroidie et il s'est mis à pleuvoir. Suffisamment pour créer des océans, le berceau de la vie primitive. Ces minuscules créatures ont commencé à décomposer le carbone, l'ingrédient essentiel à toute forme de vie, et à libérer de l'oxygène dans l'atmosphère. Ce processus fonctionna comme un régulateur de chaleur, évitant à la Terre de subir les températures extrêmes de Mercure et de Vénus. À présent, la surface de la Terre grouille de vie. C'est elle qui a façonné la planète. Elle a créé notre atmosphère et couvert notre sol de forêts et de villes. Non contente de coloniser la Terre, la vie est devenue partie intégrante de sa structure. Les humains n'avaient aucun moyen de voir la beauté de leur planète avant de pouvoir la contempler de l'espace. C'est l'un des spectacles les plus fascinants de l'univers. Il a même ému les astronautes aux larmes. Bien avant que les hommes ne se soient aventurés dans l'espace, les cinéastes avaient mis en scène des voyages spatiaux imaginaires. Les aventures de Flash Gordon, de Buck Rogers et de bien d'autres encore ont enthousiasmé plusieurs générations. Mais ce n'est qu'en 1961, quand le cosmonaute russe Yuri Gagarin a effectué un vol en orbite autour de la Terre, que le rêve est devenu réalité. Jusqu'à présent, la Lune est le seul endroit de l'espace qui ait foulé un être humain. En 1969, Apollo 11 a emmené Neil Armstrong et Buzz Aldrin dans un périple de 800 000 km.
À ce jour, on a envoyé 6 missions sur la Lune, au cours desquelles les astronautes ont recueilli des échantillons de roches, pris des photographies, joué au golf et démontré que la gravité de la Lune était 6 fois moins importante que celle de la Terre. Comme elle n'a pas d'atmosphère, il n'y a ni vent ni pluie. Si bien que les empreintes de pas des astronautes peuvent rester telles quelles pendant plusieurs milliers d'années. La Lune effectue une rotation autour de la Terre en à peine plus de 27 jours. Comme elle met le même laps de temps à tourner autour de son axe, nous ne voyons jamais la face sombre de la Lune. C'est peut-être la raison pour laquelle elle nous semble si mystérieuse. Elle symbolise l'amour. On dit que 2 amoureux qui échangent des vœux par une nuit de pleine lune resteront unis pour la vie. Mais c'est aussi la pleine lune qui fait sortir les loups-garous et les sorcières de leur repère. De temps en temps, la Terre et la Lune sont alignées de telle sorte que le Soleil projette l'ombre de la Lune sur la Terre, créant une éclipse solaire. Un point précis de la Terre verra une éclipse totale du Soleil tous les 360 ans. Ce phénomène donne encore lieu à de nombreuses superstitions. Une fête chinoise vise à faire fuir le dragon qui, selon la légende, a dévoré le Soleil. On a souvent pensé qu'il y avait un rapport entre les phénomènes astronomiques et certains anciens monuments. On a constaté que les mégalithes de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre étaient parfaitement alignés avec le soleil levant le jour du solstice d'été. Nous avons aujourd'hui de meilleurs moyens d'étudier le mouvement des planètes. Nos observatoires modernes permettent aux astronomes de scruter les profondeurs de l'espace. Même le plus sophistiqué des télescopes est gêné par l'atmosphère terrestre. La meilleure solution consiste donc à placer un télescope dans l'espace. C'est ce qu'on a fait avec Hubble. Lancé en 1990, il nous envoie des images des étoiles et des planètes que nous apprécions pour la précision de leurs détails, mais aussi pour leur majestueuse beauté. En dépassant la Terre, nous arrivons à la planète qui, plus qu'aucune autre, nous permet d'espérer qu'il y a de la vie dans l'espace, Mars. C'est un astronome italien, Giovanni Schiaparelli, qui, il y a plus d'un siècle, a cru voir à la surface de Mars un réseau de lignes droites qui ne semblait pas répondre à un schéma naturel. Il crut avoir découvert un réseau de canaux construits par des Martiens. Nous pensons maintenant que son télescope avait un défaut. Pourtant, depuis ce temps, Mars nous laisse toujours espérer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Dans les années 30, les gens croyaient que la planète était peuplée de petits hommes verts qui allaient envahir la Terre. D'ailleurs, un canular radiophonique inspiré du roman La guerre des mondes, rapportant un atterrissage de soucoupes volantes martiennes, a semé la panique dans la population américaine. Pourtant, on peut dire que la Terre subit une invasion permanente de la planète Mars. En 1996, dans les régions désertiques de l'Antarctique, des chercheurs ont découvert un morceau de météorite martienne. Inclus dans la roche se trouvaient ce qui pourrait être de minuscules fossiles de bactéries. Il y a plusieurs millions d'années, il y avait peut-être de la vie sur Mars. Il est presque certain qu'il n'y en ait plus de nos jours. C'est un monde froid et désertique. La température dépasse rarement le point de congélation. Comme sur la Terre, il y a de l'eau sur Mars sous forme de brume dans les vallées profondes et de calottes glaciaires sur les pôles. Il y a aussi d'immenses volcans, dont le plus haut sommet du système solaire, le mont Olympe, 2,5 fois plus haut que l'Everest. De violentes tempêtes y font rage pendant plusieurs mois d'affilée. La première sonde à avoir atterri sur Mars a été déchiquetée par les vents violents en tout juste 20 minutes.
Son apparence rouge sang lui a valu de recevoir le nom du dieu romain de la guerre et d'être associé à la colère et au conflit. Les gens qui sont nés sous cet astre sont censés avoir un tempérament fougueux et colérique. De fait, la coloration rouge est due à l'oxyde de fer, mieux connu sous le nom de rouille. Loin d'être un dieu de la guerre assoiffé de sang, Mars est tout simplement en train de rouiller lentement. Malgré son apparence menaçante, c'est la seule planète sur laquelle il serait possible d'implanter une colonie humaine. Le plan serait de remodeler la planète selon un processus appelé terraforming. Il consisterait à introduire sur la planète une forme de vie primitive qui pourrait adapter l'atmosphère et finir par la rendre habitable. Le processus prendrait plusieurs milliers d'années, mais en cas de succès, nous finirions par avoir un endroit dans l'espace où nous nous sentirions comme chez nous. Au-delà de Mars, on trouve la ceinture d'astéroïdes, des milliards de fragments rocheux qui, d'après certains scientifiques, seraient des résidus de la naissance du système solaire. Certains fragments sont parfois déviés de leur orbite et voyagent jusqu'à la Terre où ils entrent dans l'atmosphère et se consument en laissant une trace lumineuse dans le ciel. Ce sont les météorites et les étoiles filantes. Certaines météorites atteignent la surface de la Terre. On pense que ce cratère de plus de 800 mètres de large situé en Arizona a été causé par la chute d'une roche de plus de 48 mètres de diamètre. En 1972, une énorme météorite a rasé notre atmosphère. Si la boule de feu avait atteint le sol, elle aurait provoqué une explosion de la puissance de 5 bombes atomiques. La ceinture d'astéroïdes marque la limite des planètes composées de roches. Au-delà, la taille et les distances sont difficilement concevables pour un humain. Nous nous trouvons maintenant dans le royaume des géantes gazeuses, Jupiter, qui porte le nom du roi des dieux romains et la plus grosse planète de notre système solaire. La première observation de Jupiter déclencha une révolution de la pensée. Au XVIe siècle, l'Église catholique tenait pour acquis que l'humanité et la Terre étaient au centre de l'univers. Mais le scientifique polonais Nicolas Copernic commença à croire que c'était le Soleil et non la Terre qui régissait notre système. Par crainte de représailles, Copernic retarda la parution de sa théorie jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort. Mais ces idées furent reprises par un astronome italien, Galileo Galilei. Il observa Jupiter et ses lunes. Les orbites décrites par ces dernières le convainquirent que les planètes tournaient autour du Soleil. Poursuivi par l'Inquisition à cause de ses idées radicales, il se rétracta publiquement, disant que la Terre était immobile. Mais au fond de lui, il continuait à penser que la Terre tournait sur son orbite. Ses derniers mots furent « et pourtant, elle tourne ». On a découvert 12 autres lunes de Jupiter depuis l'époque de Galilée, ce qui en fait 16 au total. Tout ce qui concerne Jupiter est gigantesque. Elle pourrait contenir 1300 fois la Terre. Elle a 2,5 fois la masse de toutes les autres planètes réunies. Ces images réelles montrent le gigantesque système de vent qui balaie les nappes de gaz à travers la planète en suivant des directions alternées. La grande tache rouge est en fait l'œil d'un immense ouragan qui sévit depuis au moins 3 siècles. Le noyau rocheux de Jupiter est 2 fois plus gros que la Terre. Mais c'est un enfer brûlant, à plus de 28 300 degrés, où l'hydrogène est si compressé qu'il se comporte comme du métal. Si Jupiter était plus grosse, la chaleur et la pression déclencheraient une fusion nucléaire. Ce ne serait plus une planète, mais une étoile. D'une certaine manière, Jupiter défie notre compréhension de la nature. Comme il sied au Seigneur des dieux, Jupiter suit ses propres règles. Bien que Galilée ait correctement déterminé les orbites des planètes,
il ignorait totalement ce qui leur permettait de rester suspendus dans l'espace. La réponse est apparue au scientifique anglais Isaac Newton, un jour où, selon la légende, il était assis sous un pommier. La pomme est tombée sur le sol à cause d'une force qu'il appela la gravitation. Tout corps qui se meut dans l'espace exerce cette force, et plus il est gros, plus la gravitation est grande. Envoyée à une vitesse adéquate, une pomme peut échapper à la force de gravité de la Terre et s'envoler vers les étoiles. Mais à une certaine hauteur, la pomme resterait en équilibre, trop loin pour tomber et trop près pour s'échapper. Elle se mettrait en orbite autour de la Terre. En découvrant la gravitation, Newton a découvert la force qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil. C'est elle qui nous permet d'admirer certains des spectacles les plus extraordinaires de l'astronomie, comme les anneaux de Saturne. Ils ont eux aussi beaucoup intrigué les premiers astronomes. Galilée pensait voir 3 planètes, une grande flanquée de 2 plus petites. Seul un télescope puissant pouvait correctement identifier les anneaux. Bien qu'ils aient l'air de corps solides, ce sont de vulgaires glaçons constitués de minuscules cristaux ou d'énormes blocs de la taille d'un réfrigérateur. Toutes les géantes gazeuses ont des anneaux, mais ceux de Saturne sont les plus lumineux, donc les plus visibles de la Terre. Comme Jupiter, Saturne est principalement composé de gaz. C'est un poids plume, dont la densité est si basse qu'elle pourrait flotter dans votre bain si vous aviez une baignoire de la taille d'une planète. Saturne a aussi plus de lunes que n'importe quelle autre planète. On en a découvert 18 à ce jour. La force de gravité qui s'exerce entre 2 d'entre elles a pour effet de tresser un anneau interne en une sorte de danse céleste. La beauté étrange des planètes a suscité bien des idées fantaisistes. Selon le mathématicien grec Pythagore, la perfection de leur forme devait se communiquer à leur son. Il croyait que les planètes décrivaient leur orbite en chantant selon une harmonie parfaite. C'est ce qu'il a appelé la musique des sphères. Nombre de grands astronomes étaient aussi des musiciens accomplis. William Herschel était un professeur de musique amateur d'astronomie. Indigné par le prix des télescopes, il décida de s'en fabriquer un qui lui permit de découvrir, en 1781, une planète inconnue. Il l'appela Georgius Sidum, en l'honneur du roi d'Angleterre, George III. Mais quand le roi perdit la tête, il fut décidé que cette planète parfaite ne méritait pas de porter le nom d'un monarque fou, mais celui d'un dieu romain. Uranus, incarnation céleste, la 7e planète à partir du Soleil. Des observations plus poussées ont révélé des irrégularités dans son orbite. Les chercheurs ont compris que ces mouvements devaient être provoqués par un autre objet. En 1846, les astronomes ont finalement trouvé la 8e planète, à l'emplacement exact où ils pensaient la trouver. Ils lui ont donné le nom du dieu romain de la mer, Neptune. On décrit souvent Uranus et Neptune comme des planètes sœurs, même si la distance qui sépare les 2 géantes gazeuses est 10 fois plus grande que celle qui sépare la Terre du Soleil. Uranus n'a pas de traits caractéristiques. C'est une sorte de grosse boule de billard verte qui flotte dans l'espace. La surface de Neptune est semée de taches blanches, des nuages et des orages qui traversent son atmosphère. Sa couleur bleue vient de la présence de métal. Tout comme Neptune agit sur l'orbite d'Uranus, on a pensé qu'une autre planète devait affecter l'orbite de Neptune. Percival Lowell, un astronome américain, a observé le ciel, mais il n'a pas réussi à photographier la planète. Il cherchait un corps immense de la taille d'une géante gazeuse. Ce n'est qu'en 1930 que des images floues permirent d'identifier la 9e planète. C'était en fait une petite planète rocheuse. Elle est si éloignée que même le télescope Hubble a du mal à la voir. Cette découverte a enflammé l'imagination du public. On a suggéré de la baptiser Atlas, Osiris et même Constance, comme la femme de Lowell.
Finalement, c'est une écolière de 11 ans, originaire d'Oxford, qui a trouvé son nom. Pluton, seigneur de la mort et dieu des enfers. Situé à l'extrême limite de notre système solaire, Pluton est si loin du Soleil que c'est un monde froid et aride. Son atmosphère formée d'azote et de méthane peut geler en hiver et tomber sous forme d'une fine couche de neige bleutée. C'est un endroit sans attrait pour les hommes. De toute façon, il y a peu de chances que nous puissions le visiter. L'aller-retour prendrait au moins 30 ans. Son unique lune, Charon, n'a été découverte qu'en 1978. Pluton renferme encore de nombreux mystères qu'il nous reste à découvrir. Peu d'astronomes pensent qu'il existe d'autres planètes après Pluton. L'extrémité du système solaire est un désert peuplé de planétoïdes. C'est la décharge du système solaire, où viennent se déposer les résidus de la formation des planètes. Aux confins de notre système solaire, il n'y a que le néant de l'espace lointain. La lumière du Soleil met 5h30 à l'atteindre, mais il lui faut plus de 4 ans pour arriver à l'étoile la plus proche. La plus lointaine se trouve à une distance ahurissante de 15 milliards d'années-lumière. On croyait autrefois que la Terre formait le centre de l'univers et qu'elle était plus grosse que le Soleil. On sait maintenant qu'elle n'est qu'un petit diamant bleu qui flotte dans l'espace et le temps.